Alors, de manière plus précise, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que ce génome de colis, il fait 5,6 millions de paires de bases. Donc, quand vous allez télécharger au NCBI là, ce génome, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même 5 millions de paires de bases à télécharger. Mais surtout, le génome de colis étant super bien annoté, vous pouvez carrément doubler le nombre voilà. Donc, dans votre navigateur, bon, si on téléchargeait ça via un fichier, ça serait vraiment ridicule. Mais dans un navigateur, bon, 10 mégas, ça peut être, si vous multipliez par 2, finalement, le génome, il fait 5,6 mégas. Et puis, avec toutes les annotations, on peut multiplier par 2, voire oui, par 2 à peu près. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, il fait 5 millions de paires de bases. Et puis, finalement, nous, la zone qu'on a étudiée, hein, ce qu'Hélène Desban nous dit, eh bien, c'est que finalement, on a annoté la zone qui va en gros, du nucléotide 544 000 jusqu'au nucléotide 551 000. Voilà, donc on a un petit fragment du génome de colis qu'on avait annoté. Voilà. Alors, avant de voir ce qu'on trouve au NCBI, on va peut-être revoir un peu ce qu'on avait trouvé comme annotation. Donc voilà, je vais vous le passer dans la zone de chat, c'est un petit résumé. Il me semble qu'on en était arrivé quand même ici. Donc, je vais vous passer ça dans la zone de chat, puis on va le commenter. Voilà, donc on avait trouvé premièrement une CDS, voilà, qui fait à peu près 1000, ici c'est le nombre de nucléotides, 1092 nucléotides qui correspondra à 363 acides aminés. Hein. Cette CDS était précédée par 2 boîtes, une boîte -35 et une boîte -10, qui correspondent à des signaux de régulation de la transcription. Donc l'ARN polymérase, pour transcrire le gène, est obligé de s'agripper à des boîtes sur l'ADN, et en s'agrippant sur les boîtes, ensuite, ça permet de faire la transcription du gène. Voilà. Puis on avait trouvé aussi un RBS en 314. Donc le RBS, c'est là où ça s'agrippe une fois que le gène est transcrit. Le traductome s'appuie sur ce RBS pour pouvoir initier la traduction. Ensuite, on avait trouvé une autre CDS, cette 719, qui suivait. Hein. Regardez ici, ça allait de 331 à 1422, puis en 1545, donc après cette première CDS, on trouvait une seconde là, qui était précédée elle aussi de signaux de régulation de la transcription, donc les boîtes -35 et -10 qu'on avait trouvé. Et puis entre la boîte -10 et puis le début de la CDS, c'est-à-dire entre 1495 et 1545, on avait trouvé un ribosome binding site en 1534. Puis on avait continué notre notation, on avait trouvé 2 autres orphes, voilà, cette orphe-là, puis l'orphe suivante, qui, elle, n'était pas associée, hein, il n'y avait pas de boîte ni -10 ni -35, donc ces 2 orphes suivantes n'étaient pas associées à des signaux de régulation de la transcription. En revanche, ils étaient bien précédés chacun par un RBS, voilà, et justement ce RBS-là nous avait permis voilà, parce que je vous rappelle que sur la dernière orphe, OrpHinder et puis GenMark ne donnaient pas tout à fait les mêmes indications, et le RBS nous avait permis de trancher en supposant que finalement, il est probable que c'était GenMark qui avait la bonne CDS. Voilà où on en était resté. Alors, un rappel aussi maintenant de cours. Qu'est-ce qu'on pouvait en déduire de ça? En fait, ce qu'on avait déduit de ça, c'est qu'a priori, il était fort possible qu'on soit face à un opéron. Alors, je vais vous rappeler la définition d'un opéron. Donc, pour ça, on regarde le cours d'Hélène Desban. Donc, qu'est-ce qu'un opéron? Voilà, un opéron, c'est quelque chose... Alors, un gène normal, c'est ça. D'accord? Ici, la boîte noire ici du gène normal, ça représente... Je vais mettre tout théoriquement pour que vous puissiez disposer. Pour l'instant, regardez pas gène régulateur de l'opéron, c'est pas le problème. Un gène normal, c'est quoi? C'est une CDS déjà. D'accord? La boîte noire ici représente une CDS. Parce que j'ai tout. Voilà. C'est la CDS. C'est aussi un signal de régulation de la traduction, un RBS. C'est aussi un site d'initiation de la transcription et un site de terminaison de la transcription. Mais nous, ça, on ne les a pas traqués. On n'a pas essayé de les déterminer. Ce qu'on a déterminé, c'est la CDS et le RBS. Et puis, en amont de tout ça, on a ce qu'on appelle un promoteur. Promoteur, ce sont des régulations, ce sont des signaux de régulation de la transcription. Et comme c'est marqué ici, en gros, le promoteur, ce qu'on appelle P, là, eh bien, ce sont les boîtes -35 et -10. Donc voilà ce que c'est qu'un gène normal. Un promoteur suit, alors de manière bioinformatique ou génomique, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber les signaux d'initiation de la transcription, enfin de début de transcription, de fin de transcription. Donc du point de vue de la génomique, un gène, c'est un promoteur, c'est un RBS et c'est ensuite une CDS. Et je vous rappelle que la CDS, elle est encapsulée entre un codon start, ATG, et puis un codon stop, qui a 3 possibilités de codon stop, un TA, TAG et TGA. Voilà, donc ça c'est un gène normal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un opéron?
Alors, donc voilà, donc un gène normal, le promoteur ici va servir à l'ARN polymérase de se fixer. L'ARN polymérase va ici, hop, générer un transcrit, et après sur le transcrit, hop, la partie noire ici va être traduite en une protéine. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un opéron? Bien, un opéron, c'est plusieurs gènes. Donc ici, LNDBA a pris 1, 2, 3, 4 gènes. Donc c'est 1, 2, 3, 4 CDS, d'accord? Mais contrairement au précédent, il n'y a qu'un seul promoteur, ici, un seul promoteur, pour les 4 CDS. D'accord? Ici, vous avez 4 CDS et il y a un seul promoteur. On laisse tomber l'opérateur pour l'instant, ce n'est pas notre problème. Vous avez un début de la transcription, vous avez un signal de fin de la transcription, et pour chaque CDS, vous avez un RBS. Donc, ce qui distingue l'opéron essentiellement d'un gène normal, c'est qu'il n'y a qu'un promoteur pour 1, 2, 3, 4 gènes. D'accord? Alors, il n'y a qu'un promoteur parce qu'en fait, il n'y aura qu'un transcrit. Ici, vous avez 4 gènes, mais vous allez avoir un seul transcrit. Hein, c'est la barre rouge ici que vous avez. Hein. Ici, c'est le signal d'initiation de la transcription, il commence là. Voilà. Ici, c'est le signal de terminaison de la transcription. Hop, ça se termine là. Et là, vous avez un transcrit, c'est-à-dire un ARN messager. D'accord? Et ensuite, le traductome, eh bien, il va se fixer sur chacun des RBS. D'accord? Et la CDS correspond à chacun des gènes va être traduite. Ça va aboutir à 4 protéines. Donc, si je voulais faire un résumé, c'était pour ça. Par rapport à ce qu'on avait trouvé ici, on avait un gène qui avait une boîte. Bon, très bien. On avait un autre gène qui avait des signes de régulation de la transcription, un autre gène qui avait un signal de régulation de la transcription, et puis on avait ici deux gènes qui n'avaient pas de signe de régulation de la transcription, mais qui avaient néanmoins des RBS, c'est-à-dire des signes de régulation de la traduction. Donc ça, ici, ça nous fait furieusement penser à un opéron qui inclurait simplement 3 gènes, hein, contrairement au schéma que je viens de vous présenter où il y en a 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Ici, on aurait un opéron avec 3 gènes simplement. L'ORF19, celui qui est précédé par les boîtes moins 35 et moins 10, et puis l'ORF20 et l'ORF17, qui possèdent chacun un RBS, mais pas 2 promoteurs. D'accord? Donc le promoteur, ce serait le même pour tous, ce serait le promoteur qui est en amont de l'ORF19. Voilà un résumé peut-être rapide, trop rapide, j'en suis bien convaincu, et bien voilà, c'est un peu rapide, mais bon, le TD est quand même assez long, donc voilà, j'essaie quand même de recaser un petit peu, de recontextualiser un petit peu tout ce qu'on avait fait la semaine dernière, à l'aune du cours d'LNDBA. Alors maintenant, on va voir maintenant exactement ce que c'est que on va voir ce que c'est que cette partie qu'on a notée. On va regarder si par hasard les annotations qu'on a faites ne sont pas raccord avec les annotateurs professionnels. D'accord? Donc on y va. On va d'abord, pour aller au NCBI, il n'y a pas de souci. Hein, dans Google, vous faites un copier-coller de l'URL qui est dans le sujet, et là vous voyez donc, hop, il est en train de péniblement de charger dans mon navigateur. Alors je n'ai pas forcément une bande passante super bonne là, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, donc ça rame un peu, hein, on est qu'à 3 mégas, donc on peut estimer à une dizaine de mégas, hein, 5 mégabases à peu près de génome, plus toutes les annotations. Voilà, ça fait à peu près une dizaine de mégabases. Donc on télécharge le génome, donc je crois que je vous l'ai mis hein, dans la zone de chat, le lien. Vous pouvez faire aussi un copier-coller si vous avez le temps de télécharger le sujet. Et voilà. On attend la fin du chargement. Voilà, donc je me suis trompé, c'est un petit peu moins de 10 mégas. Donc c'est pas tout à fait 2 fois. Alors voilà, donc vous avez ici tout le génome. Voilà, donc ici on vous dit, hein, ça va aller du nucléotide 1 jusqu'au nucléotide 5 585 611. Donc voilà, il fait à peu près 5 mégas votre génome. Et puis ça y est, un bon an, bah voilà, vous avez toutes les annotations. Donc le nucléotide 190 jusqu'au nucléotide 255, bah, ça code pour un gène. Ce gène-là s'appelle THRL. D'accord? Et a priori, il est impliqué dans la biosynthèse des acides aminés. Enfin, pas tous les acides aminés, mais de la thréonine. Voilà. Et vous avez comme ça, hop, tous les gènes qui ont été... voilà, vous avez comme ça tous les gènes qui ont été détectés sur le génome et qui sont annotés là. D'accord? Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tout le génome, c'est pas les 10 mégabases du génome avec les annotations, c'est juste une petite région. C'est la région qui va de 544 500 à 551 500. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller des bornes, et puis je vais aller demander au NCBI là, de zoomer sur cette région-là. Donc je vais utiliser ici le change
change region shown, c'est-à-dire changer la région montrée, par défaut, c'est tout le génome. D'accord? Donc moi, je vais la changer, cette région-là, puis je vais lui demander d'aller du nucléotide 544 500 jusqu'au, je fais un copier-coller bête et méchant de ce qui est indiqué dans le sujet, jusqu'au nucléotide 551 500. Je l'ai fait sur le bout de la langue, mais j'avais déjà oublié. D'accord? Donc begin, donc from, jusqu'à end ici. Voilà, puis je vais tout simplement, bêtement, ensuite cliquer sur Update View pour avoir un zoom sur la région d'intérêt. D'accord? Hein, ça, on n'a pas à le deviner. C'est l'NDBA qui nous a dit, en fait, la région qu'on a notée la semaine dernière, c'était la région qui va, en grosso modo, du nucléotide 544 500 au nucléotide 551 500. Et on appuie sur Update View. Voilà, comme ça, on va faire un zoom sur le fragment d'ADN qu'on a annoté la semaine dernière. Et puis, on va comparer les annotations qu'on a trouvées, comme ça, un petit peu en amateur presque, hein, par rapport à des annotations professionnelles. Là, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à noter les génomes. Voilà, nous, on a fait ça un petit peu en un TD, en 1h30, il ne faut pas non plus trop rêver, mais néanmoins, quand même, on a fait des choses. Alors, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous allez regarder le fichier en format à plat, d'accord, en raw data, si vous voulez, en raw data, les données brutes, ce qui n'est pas très agréable. Ou alors, c'est ce que conseille Hélène Weber, plutôt que ça, on va switcher sur le mode graphique. Mode graphique, c'est la même chose, mais de manière un petit peu plus conviviale, d'accord, un petit peu plus user-friendly, comme on dit. Donc, on clique sur graphique et on va voir la petite région qui nous intéresse. Et on va commenter, on va regarder si on est raccord entre ce qu'on a à noter et ce qu'on trouve ici. Voilà la petite région qui nous intéresse, voilà la petite région, elle est là à peu près, c'est ce qu'on a noté la semaine dernière. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu, alors j'espère que je l'ai remis, je ne suis pas sûr. Non, je ne l'ai pas. Alors, il faut que j'aille la rechercher. Bon, non, je n'ai pas le temps d'aller la rechercher, donc c'est pas grave. On avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, que dans la petite région qu'on avait à noter, alors je vais me débarrasser de ça si je peux. Dans la petite région qu'on avait à noter, eh bien, il y avait une partie où on nous disait que le gène n'était pas en entier. C'était vrai à la fois pour OrtFinder et pour GeneMark. Il y avait voilà, il y avait un petit inférieur comme ça, et puis avec un X, une borne X et puis une borne Y. Et si vous avez fait avec Hélène, si vous avez fait avec Françoise Ami le TD sur les bandes, ici c'est pas une question de format FASTA, c'est pour vous dire qu'en fait le fragment de gène a priori n'est pas entier. D'accord? Il manque le début en réalité, ici, puisqu'en fait on est sur le brin ici direct. Donc ça voudrait dire qu'il manquait le début. Voilà. Et puis ensuite, nous, on avait trouvé 4 gènes. Ça a l'air de correspondre. Ici, on a un gène, 2 gènes, 3 gènes et 4 gènes, qui sont LAC-I, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Ça correspond à peu près à ce qu'on a trouvé. Alors maintenant, on va essayer de voir si ce qu'on a trouvé, voilà, on a trouvé le bon nombre de gènes. Maintenant, on va essayer de voir si c'est exactement les mêmes gènes. Alors, si vous cliquez, si vous passez juste votre curseur, que je vais essayer de faire ici, sur le gène LAC-I, voilà, et bien vous avez un petit type qui apparaît, hein, et on vous dit que, alors voilà, un petit type qui apparaît. Voilà. Et on vous dit que la longueur de ce gène, c'est 1092 nucléotides. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on vient de le voir, 1092, ça correspond exactement à ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, ici, 1092, on avait dit, voilà, on a l'ORF2 qui était détecté, eh bien, elle faisait 1092 nucléotides. Et ici, hop, quand vous cliquez quand vous passez la petite souris sur le type là, eh bien, hop, on vous dit que ça fait 1092 nucléotides. Donc ce qu'on a vu, c'est plutôt bien. On va regarder ensuite les annotations, quelle est la protéine codée par ce gène. Pour l'instant, on regarde si ce qu'on a trouvé est raccord avec ce qui a été trouvé par les annotateurs professionnels. D'accord? Pour l'instant, ça marche bien. Ensuite, on avait trouvé une deuxième CDS qui correspond à l'OR19, et la deuxième CDS, ici, ça faisait 3075 nucléotides, soit 1024 à peu près, soit 1024 acides aminés. On va regarder si c'est raccord. Donc ici, on a la Z, on clique dessus, enfin, on passe la souris dessus, et on arrive à voilà, 3075 nucléotides, ce qui correspond à 1024 acides aminés. C'est exactement, hein, vous voyez ici, on a 3075 nucléotides, qui correspondent à 1024 acides aminés. Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait trouvé la semaine dernière. Hein. Ici, 3075 nucléotides
qui correspondrait à 1024 acides aminés. Donc pour l'instant, on s'est plutôt bien débrouillé. Pour l'instant, tout a l'air d'être raccord avec les outils qu'on a utilisés. On continue. Le troisième gène qui nous est proposé par le génome, chez le génome ici, c'est quelque chose qui fait 1254 nucléotides et qui correspond à 417 acides aminés, hein, ici, donc 1254 nucléotides qui correspondent à 417 acides aminés. J'essaie de noter ça dans ma tête. On va regarder si ça correspond, mais a priori oui. Ici, voilà, 1254 nucléotides, ce qui correspondrait à 417 acides aminés. Voilà, donc le troisième gène, c'est également raccord avec nos prédictions. Puis on va tomber peut-être sur un os pour le dernier, on va voir. Il me semble que j'ai vu ça avec vos camarades la semaine dernière. Voilà, donc nous, on avait pensé que ce gène-là, voilà, ici, on nous propose un gène qui fait 612 nucléotides et 203 acides aminés. Et puis là, je crois qu'on n'est pas tout à fait raccord, c'est pas très grave, hein. Voilà, ici, nous, on avait simplement 621 et 223. Donc, on n'est pas tout à fait raccord pour le dernier gène. Peu importe, c'est pas grave. Nos prédictions sont quand même relativement bonnes par rapport à ce qu'il fallait trouver. Voilà, nous, on trouve 620 et ici, c'est de 612. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est soit on s'est trompé sur le start, enfin, soit Jean-Marc s'est trompé sur le start, ou soit il s'est trompé sur le stop, ou soit on a mal interprété les signaux qu'on nous avait donnés. D'accord ? Voilà. Donc, grosso modo, quand même, on peut être assez content de nous. Eh bien, la zone qu'on avait annotée comporte bien 4 gènes, LAC I, LAC Z, LAC Y et LAC A. Et pour les 3 premiers, en tout cas, LAC I, LAC Z et LAC Y, eh bien, on a exactement les mêmes bornes que le génome qui a été annoté par les professionnels. Donc c'est pas mal, en 1h30, on s'en est tiré de manière plus qu'honorable. Et en plus, nous, on a fait plus que ça. On a fait plus que détecter les CDS, ce que ne font pas en général les gens ici qui annotent de manière professionnelle. C'est pas leur problème, ce qu'ils veulent, c'est les CDS, les parties codantes. Nous, en plus, on a trouvé pour l'AC I et pour l'AC Z, on a trouvé on a trouvé des boîtes moins 35 et moins 10. Et voilà. Donc, si je résume l'affaire, ici, l'ORPHE2, je vais noter ici rapidement, l'ORPHE2, c'est ce qu'on va appeler l'ACI. Voilà, l'ORPHE2 ACI. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. L'ORPHE19, ici, eh bien, c'est l'AC Z. Voilà. L'ORPHE20, eh bien, ce sera l'AC Y, ici. Et puis enfin, l'ORPHE17, eh bien, ce sera l'AC A. Voilà à peu près ce qu'on a trouvé et ce qui est à peu près raccord avec les annotations qu'on vient de voir. Voilà donc un résumé, voilà pour a priori la question 1. Voilà, on est à peu près raccord avec les annotateurs professionnels et on a trouvé ça. D'accord, l'AC I pour l'ORPHE2, c'est l'AC I. Pour l'ORPHE19, pour la CDS19, c'est l'AC Z. Pour l'ORPHE20, c'est l'AC Y. Pour l'ORPHE17, c'est l'AC A. Voilà pour, a priori, la première question. Maintenant, on va être obligé de faire un petit peu de bio, mais pas tout de suite. On va essayer on va voir. Alors, je vérifie bien qu'on a répondu à toutes les questions, et puis ensuite, on va essayer de progresser dans le sujet. Voilà, donc comparer les annotations, donc on peut se dire que pour les 3 premières CDS, on a exactement, on est totalement raccord avec ce qui est donné dans le génome d'Escherichia coli là. Et puis pour la 4e CDS, la dernière, c'est-à-dire l'AC A, il y a une petite différence. Il faudra que j'en parle d'ailleurs à François Lamy, mais peu importe pour l'instant. De quel gène s'agit-il? Eh bien voilà, a priori, voilà. Puis après, quel gène s'agit-il? A priori, on a répondu là à la question. L'ORPHE2, c'est l'AC I, l'ORPHE19, l'AC Z, l'ORPHE20, l'AC Y, et l'ORPHE17, l'AC A. Avant de passer à la suite et de s'enfoncer un petit peu dans la bio, est-ce que vous avez des questions à poser sur cette première partie? Est-ce que ça va à peu près? Pour l'instant, c'est encore de la génomique, hein, c'est pas trop de la bio, c'est encore de la génomique. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Ou est-ce que ça va pour l'instant? Ça va?
Ok, alors maintenant, avant de passer à la suite, on va peut-être pas faire la question 2, parce que la question 2, on vous dit, ça tombe très mal pour vous la question 2, bien évidemment. On vous dit, vous avez déjà entendu parler dans vos cours de L2 de cet opéron. Non, bah non, vous n'avez pas du tout entendu parler de cet opéron dans vos cours de L2. Donc on va zapper la question 2, évidemment, mais on y reviendra, fatalement. Mais on va peut-être essayer de faire des choses plus astucieuses avant, plutôt que de zapper sur cette question-là directement. Alors, avant de passer à la suite, donc juste, on va quand même regarder ce que c'est que l'acquis. Alors l'acquis, voilà, c'est un répresseur de l'opéron lac. D'accord? Donc l'acquis, c'est un répresseur de l'opéron lac. Et qu'est-ce que c'est que l'acquis grec, lac Z, pardon? Ben, c'est un gène qui est impliqué dans l'opéron lac. D'accord? Donc, alors, je vais essayer de vous aider un petit peu ici. D'accord? Donc, en fait, ce que nous disent ici les annotations, eh bien, c'est que lac Z, lac Y et lac A, eh bien, c'est l'opéron lac. Donc tout ça, c'est l'opéron lac. Donc, c'est encore raccord par rapport à ce qu'on avait trouvé. On n'avait pas trouvé de signe de la transcription, de signe de régulation de la transcription en amont de lac Y, c'est normal, parce que ça fait partie de l'opéron lac. On n'avait pas trouvé de signaux de transcription en amont de lac A, bah c'est normal tout à fait, parce que en fait, ça fait partie de l'opéron lac. Donc l'opéron lac, je vais vous le noter ici, l'opéron lac, c'est tout ça, c'est trois gènes très connus. Voilà, l'opéron lac, c'est... Alors, pourquoi ça n'a pas marché, je ne sais pas, mais voilà. L'opéron lac, c'est tout ça. Voilà, l'opéron lac, c'est ces trois gènes, d'accord? Ici, et ça, c'est l'opéron lac. Ce qu'on appelle l'opéron lac. Voilà, je vais mettre en bleu. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé finalement. On a trouvé ici l'opéron lac. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que l'ACI? Ben, l'ACI, c'est un des gènes qui intervient dans la régulation de l'opéron lac. Alors, bonne question, Emen. Oui, l'ACI n'en fait pas partie. Alors, l'ACI, il s'appelle LAC, il n'en fait pas partie directement, l'ACI, parce qu'en fait, il régule la transcription de l'opéron lac. Donc, il ne fait pas partie de l'opéron, mais il régule la transcription des gènes qui sont impliqués dans l'opéron lac. C'est pour ça qu'il s'appelle LACI, néanmoins. D'accord? Il s'appelle ici. Quand vous dites il régule, ça veut dire il limite la transcription? Oui, tout à fait. Bien joué, MN. Effectivement, quand je dis réguler, il régule la transcription de l'opéron lac. Tout à fait. Il va réguler la période. Alors, on va voir que c'est un nombre, on doit le faire, genre c'est un nombre exact ou à chaque fois il va faire différemment? Genre à chaque fois, est-ce qu'il va limiter de la même façon? Alors, on va voir. Alors, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que malheureusement. L'idée, c'est que l'ACI intervient dans la régulation de l'opéron lac, mais en fait, c'est pas le seul acteur. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la régulation de l'opéron lac. L'intérêt de l'ACI, c'est qu'il est juste à côté de l'opéron lac. C'est-à-dire, théoriquement, alors je vais rentrer dans le vif du sujet, tant pis, peut-être ça va être un petit peu trop direct, mais c'est pas grave. Après tout, puisque tu me poses la question, et en me donnant une idée que tu as à peu près compris ce dont il s'agit, l'idée c'est ça. Donc l'ACI est tout le temps exprimé dans la cellule. C'est ce qu'on appelle un gène exprimé de manière constitutive. Donc il y a toujours un peu de messager de l'acquis dans la cellule. Donc s'il y a toujours un petit peu de transcrit de l'acquis, eh bien il y a toujours du traduit de l'acquis. Et que fait l'acquis? Eh bien l'acquis, il va se fixer sur l'ADN, il va se fixer sur l'ADN, alors on va voir dans quelles conditions, ici, il va se fixer sur l'ADN, ici, là, à ce niveau-là, et il va empêcher, en l'absence de lactose, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, mais en l'absence de lactose, il va empêcher la transcription des gènes de cet opéron. Ce qui est assez logique. Alors, logique entre guillemets. Imaginez que, alors, c'est là qu'il faut savoir à quoi sert l'opéron lac. Alors, on va, voilà, genre, du coup, je vais reprendre finalement, je vais reprendre un petit peu où je vais en prendre. Alors, lac Z, qu'est-ce que ça fait, lac Z? On va regarder. On va regarder ce que fait lac Z. Alors, lac Z, c'est la bêta-galactosidase. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça prend le lactose, ça prend du lactose. Lactose, c'est un sucre complexe. C'est un disaccharide, un 2 sucres. D'accord? Et il est construit de 2 sucres plus simples, le glucose et le galactose. Que fait la bêta-galactosidase? Eh bien, elle hydrolyse, elle coupe la liaison qui relie le disaccharide. D'accord? Donc ça va couper. Vous avez ainsi un sucre complexe, lactose,
Et la bêta-galactosidase, donc la protéine qui est exprimée par le gène LAGZ, va couper ce disaccharide en deux sucres plus simples, qui sont d'un côté le glucose et de l'autre le galactose. C'est ce qui est dit ici à peu près. Ici, hydrolyser le lactose, ça veut dire couper le disaccharide. Le lactose, c'est un disaccharide, un deux sucres, c'est marqué là. Un disaccharide, ça veut dire c'est un deux sucres, le lactose. Et ce que fait la bêta-galactosidase, c'est que ça va couper ce deux sucres en deux parties plus simples. Alors pourquoi ? Tout simplement, nous aussi, on en a une bêta-galactosidase. Et notre bêta-galactosidase humain, elle marche très bien quand on est petit. D'accord ? On est des mammifères, on s'allaite, et quand on est petit, eh bien, on digère parfaitement le lait. Le lait, c'est le lactose. Voilà. Donc, tout ce qui est complexe ne peut pas être assimilé par l'organisme. Donc, souvent, il y a ce qu'on appelle des protéines ou des enzymes qui sont impliquées dans le catabolisme. Le catabolisme, c'est couper les choses de complexes en manière plus simple, de manière qu'ils soient assimilés par l'organisme. Donc, les enfants, jusqu'à un certain âge, sont capables de boire du lait et puis de couper le lactose, qui est un deux sucres, comme pour la bactérie, de le couper en deux parties plus simples, le glucose, et puis le galactose. Et ensuite, bon voilà, c'est plus simple à digérer, au sens normal du terme. En fait, ce qu'on appelle digestion en biologie, c'est des coupures. Voilà. Et nous, ensuite, ce qu'on appelle digestion, c'est un petit peu différent, mais c'est la même chose finalement. C'est prendre quelque chose de complexe, une molécule complexe, et la couper en petits bouts, de manière à la digérer, en fait, d'accord ? Donc les enfants, ils expriment parfaitement les bêta-galactosidases jusqu'à un certain âge, et puis, puis quand on devient adulte, pour diverses raisons, eh bien, ce gène de bêta-galactosidase n'est plus transcrit. Donc il n'est plus traduit, et c'est pour ça que les adultes ont beaucoup plus de mal que les enfants à digérer le lait. Voilà. Et bien pour les bactéries, eux, ils ont une bêta, ici en tout cas, le coli a un opéron qui s'appelle l'opéron LAC et qui permet, entre autres, grâce à la XL, voilà, et bien de couper le sucre, un sucre complexe, un disaccharide, en sucre plus simple. Alors, qu'est-ce que fait à quoi sert le sucre pour la bactérie? C'est là que je suis obligé de faire un petit cours de bio néanmoins, mais vous allez voir, j'essaie de résumer les choses, que ce ne soit pas trop compliqué. Le sucre, pour une bactérie, c'est essentiel. Enfin, pour certaines bactéries, pas toutes, mais pour certaines bactéries, c'est essentiel parce que en fait, c'est à la fois une source de carbone. Or, la chimie du vivant, c'est la chimie du carbone. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas fait, mais c'est l'idée. La chimie du vivant, c'est la chimie du carbone. Pourquoi? Eh bien parce que pour biosynthétiser un nucléotide, pour biosynthétiser un acide aminé, et les bactéries, et comme nous, on synthétise tout, enfin tout ce qu'on peut, d'accord, voilà, il y a des bactéries qui n'arrivent pas à synthétiser certains composants, mais voilà, les colis, elles arrivent à biosynthétiser ces acides aminés, à biosynthétiser ces nucléotides, et la structure des acides aminés et des nucléotides, c'est du carbone. Donc, à la bactérie, il lui faut du carbone, et le sucre, c'est du carbone, d'accord? Donc, les bactéries ont besoin de sucre pour avoir du carbone. Donc, c'est pour ça, on appelle ça, elles ont besoin d'une source de carbone. Voilà. Et donc, elles sont obligées de couper en petits bouts les sucres complexes pour pouvoir les démanteler, pour récupérer le carbone. Et elles en ont besoin aussi comme source d'énergie. Mais c'est un peu comme nous, on a toujours dit, sans faire beaucoup de choses, on dit, voilà, le sucre, c'est de l'énergie. C'est pas faux. De l'énergie pour pouvoir ensuite exécuter certaines réactions. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que la bactérie, elle a besoin de sucre. D'accord? Donc voilà. En état normal, elle préfère le glucose au lactose. C'est ce qu'on va voir, c'est l'objet du TD en réalité. Voilà. Mais quand il n'y a plus de glucose, il faut bien faire avec un autre sucre. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir. Voilà donc le petit résumé. Voilà, l'opéron LAC, c'est un opéron qui est capable finalement ici, via la bêta-galactosidase, de couper un sucre complexe en deux morceaux plus simples, le glucose et le galactose, et à l'aide de l'ACY, qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle une perméase. Eh bien, l'ACY, c'est une perméase. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, est-ce que c'est dit peut-être de manière un peu complexe? Alors attendez, est-ce qu'il y a moins voilà, il y a quand même le nom de perméase. Perméase, ça permet à coli de faire rentrer le lactose qui est à l'extérieur, de le faire rentrer dans la cellule. D'accord? Quand la bactérie va se rendre compte qu'il y a du lactose, en l'absence de glucose, on va le voir, c'est là que ça devient un petit peu complexe, eh bien, elle va faire rentrer dans la cellule le lactose qui est à l'extérieur. Donc pour ça, rassurez-vous, la coli, elle est capable de sentir quelles sont les sources de sucre qui sont à l'extérieur.
D'accord? Voilà. Et la perméase, ça veut dire, ça vient de perméase, de rentrer, quoi, de perméabilité en réalité. Donc la perméase, ça va permettre à colis eh bien, de faire rentrer du lactose quand il y en a dans le milieu extérieur. Voilà. Et l'opéron-lac, c'est ça. Alors on ne va pas voir ce que c'est que lac A, parce qu'en fait, on s'est aperçu que si on fait un chaos, c'est-à-dire si on inactive le gène lac A, eh bien l'opéron, il fonctionne tout à fait normalement néanmoins. D'accord? Donc on ne va pas ici s'intéresser à ça. Est-ce que sur ces rappels de biologie très, très rapides, j'ai un peu peur, vous avez quelques petites questions à me poser. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'une bactérie a besoin de sucre pour 2 raisons. Comme source de carbone, parce qu'elle a besoin de carbone pour fabriquer ses constituants, d'accord? Quand elle se réplique, quand elle se divise en deux, bah, il faut bien multiplier par 2 les chromosomes, eh bien, il faut construire des nucléotides, il faut construire aussi ensuite des acides aminés, et ça, c'est à base de carbone. Donc elle a besoin de sucre pour ça, pour du carbone. Et aussi, elle a besoin de sucre comme source d'énergie, et pour pouvoir faire les réactions chimiques, d'accord? Ben voilà, elle puise son énergie à partir du sucre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que sur ces rappels très... Alors, par exemple, les bactéries photosynthétiques, elles n'ont pas besoin de sucre, elles le fabriquent elles-mêmes. Grâce à quoi? Grâce à la photosynthèse, et grâce à l'eau, et grâce à quelques acides, quelques minéraux. Elles sont capables, hein, les bactéries photosynthétiques, comme les plantes finalement, de métaboliser elles-mêmes leur sucre. Et ensuite, elles s'en servent comme quelqu'un de normal, comme une bactérie normale. Mais elles sont capables de faire tout toutes seules. Pas Escherichia coli, c'est une bactérie hétérotrophe, elle n'est pas capable de fabriquer son propre sucre, donc elle est obligée d'aller le chercher à l'extérieur comme nous. On n'est pas capable de fabriquer notre propre sucre, on est obligé de le récupérer des aliments qu'on ingère. Voilà résumé très rapidement, désolé, hein, des cours de biologie de 5-6 jours en l'espace de 3-4 minutes. C'est, j'espère, compréhensible à peu près pour vous, j'espère. Voilà. Alors, maintenant, on va passer. Donc, MN m'avait tendu une perche par rapport à l'ACI. Donc, l'ACI, c'est un gène qui permet de. Qui code une protéine qui permet, en absence de lactose, eh bien, d'empêcher. Donc, je vais le remettre là. Donc, l'ACI ici, en l'absence de lactose, ici, hop, l'ACI, ici, hop, ça permet d'empêcher la transcription, là, quand il y a l'ACI en l'absence de lactose, ça permet d'empêcher la transcription de l'opéron lac. Alors, pourquoi c'est un petit peu normal? Imaginez que dans le milieu extérieur, il n'y ait pas de lactose. Ça servirait à quoi, honnêtement? De transcrire tous les gènes de l'opéron lac, de traduire ensuite une bêta-galactosidase qui coupe un lactose en deux s'il n'y en a pas, et de l'ACY, de coder une perméase qui est capable d'agrandir la membrane de colis pour faire rentrer le lactose s'il n'y a pas de lactose à l'extérieur. Donc, dans l'état normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas de lactose à l'extérieur, eh bien l'ACI code une protéine qui empêche la transcription des gènes impliqués dans l'opéron lac. Voilà. Et ça, c'est le cours de L2 de vos camarades. D'accord? Donc, en l'absence de lactose, dans le milieu extérieur, eh bien l'ACI, ici, c'est un gène qui code une protéine, il n'a pas loin à faire, hein, il code, hop là, il est transcrit, il code une protéine, et cette protéine, elle va se mettre là, ici, pour empêcher la transcription des gènes impliqués dans l'opéron lac. Et c'est tout à fait normal parce que s'il n'y a pas de lactose, bah, autant empêcher la transcription de gènes qui interviennent dans le traitement du lactose s'il n'y en a pas. Hein, donc c'est tout à fait normal. D'accord? Alors maintenant, oui, une question peut-être? Ça va? De la bio là. Alors voilà, on va passer donc je vais effacer tout ce que j'ai fait, ça va. Je vais revenir évidemment à tout ça. Hein, voilà. On va passer à la suite. On va faire un petit peu de bioinfo là rapide. D'accord? On va s'apercevoir que donc en fait il y a 2 protéines qui interviennent dans la régulation de la transcription de l'opéron lac. Il y a l'ACI qu'on a vu, et qui reconnaît ça sur l'ADN. Alors, on va voir où ça se place sur l'ADN par rapport à l'opéron lac. Puis, il y a une autre protéine qui s'appelle CAP, qui a le nom du site. Ici, ce site s'appelle CAP. Et la protéine qui est aussi impliquée dans la régulation de la transcription de l'opéron lac, elle s'appelle CAP pour Catabolic Activity Protein. Et le site qu'elle reconnaît, c'est CAP. Donc, avant de passer à la suite, d'accord, on passera à la suite, pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la façon dont l'opéron lac est régulé. Eh bien, je vous propose de reprendre, de retourner sur DNA pattern, et puis de rentrer l'opérateur ici, cet opérateur-là. Donc l'opérateur, si c'est un motif qui va être reconnu par l'ACI.
D'accord, je vais le mettre ici pour vous aider. Donc ici, hop là, cet opérateur-là, donc vous avez la protéine, LAC-I, et elle va reconnaître l'opérateur. Elle va reconnaître ça, elle va reconnaître LAC-I, elle va reconnaître cet opérateur sur l'ADN. Cette boîte, elle reconnaît ce motif-là sur l'ADN. Et puis vous avez ici CAP, ici, je vais mettre des points parce que c'est un acronyme de Catabolic Activity Protein qui reconnaît, voilà, CAP, la protéine CAP, reconnaît le site CAP. Voilà. Et ce sont ces deux acteurs-là qui vont intervenir dans la régulation de l'opéron. Voilà. Les deux acteurs principaux de la régulation de l'opéron LAC, c'est LAC-I, qui va reconnaître sur l'ADN ce motif, qu'on appelle un opérateur ici, et c'est CAP, la Catabolic Activity Protein, qui va reconnaître ici ce motif sur l'ADN. Alors c'est quoi CAP? Alors justement pour l'instant c'est normal Anne que tu ne comprennes pas, c'est un nouvel acteur que ça ne fait pas partie, tu vois, alors le CAP, on va voir, il ne fait pas du tout partie des gènes qu'on a annotés, il ne se trouve pas là sur le génome, hein. C'est ni LAC-I, ni LAC-Z, ni LAC-Y, ni LAC-A. Il se trouve plus loin, ou plus, je ne me souviens plus exactement où il se trouve, on pourrait le rechercher. Hein. Il ne se trouve pas dans cette région-là sur le génome, il se trouve ailleurs. Et CAP, c'est une protéine qui intervient dans la régulation de l'opéron LAC. Et on va voir de quelle façon. D'accord? Voilà. Donc peut-être que. Alors on revient sur le sujet. Ici, donc, l'ACI, je vous rappelle que l'ACI, c'est une protéine, donc je vais le mettre. Hein. L'ACI, ça, c'est une protéine. Voilà, et je vais mettre égal. Alors, du coup, on ne voit plus rien. Désolé. Alors, voilà, l'ACI, c'est une protéine, et CAP, c'est aussi une protéine. Pour l'instant, qui sort du chapeau, hein, qui sort de nulle part. On ne l'a jamais vu, donc la question d'Anne, elle est tout à fait pertinente. C'est je vous dis parce que je le sais, parce que c'est un des acteurs de la régulation du site, de la régulation de l'opéron LAC. Il y en a un qui est trivial parce qu'il est juste à côté, puis un autre qui est un peu moins trivial, il est un petit peu plus loin sur le génome. D'accord ? Voilà, alors on y va, on va essayer de faire un petit peu, là c'est pas très compliqué ça, on va essayer de raffiner finalement notre annotation de notre fragment d'ADN, donc on y va. Donc on va utiliser DNA pattern L pour retrouver où se trouve, voilà, je vais peut-être effacer mes petits schémas qui ne servent plus à rien. Hein. Voilà. Voilà, donc ici maintenant on va aller sur DNA pattern. Voilà, DNA pattern. Fine, ok, c'est ça. Et on va essayer de, voilà, alors je crois que c'est le second, hein. Voilà, ça va être le second ici. Et on va, voilà, on va faire un clear là. Moi j'avais tout préparé bien le coup là. Donc on a la séquence qu'on avait utilisée la semaine dernière. Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez peut-être pas retéléchargée, vous ne l'avez peut-être pas remise sur votre. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est j'ai tout sélectionné, si je le trouve. Alors, voilà, tout sélectionné. Je vais faire un copier-coller. Et puis, je vais le donner en entrée à DNA pattern. Voilà ma séquence. Et je vais lui demander de trouver sur cette séquence où se trouve l'opérateur, ici, de la protéine LAC-I. Ici, hop. Je fais une soumission, et voilà. Il l'a trouvé en position 1507. Donc ça va nous permettre de continuer d'annoter notre protéine, d'accord, d'annoter notre fragment. D'accord. On a déterminé LAC-Z, on a déterminé LAC-I d'abord, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Alors attends, je recommence. On a déterminé LAC-I, puis LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. On sait leur position, on va y revenir, et là, on regarde où était la position de l'opérateur de LAC-I, c'est-à-dire où se fixe LAC-I pour réprimer, pour empêcher la transcription de l'opéron LAC lorsqu'il n'y a pas de lactose. Voilà pour LAC-I. Puis maintenant, ce fameux CAP, qui sort, je le reconnais, hein, humblement, du chapeau, le site CAP, enfin pour vous, pas pour vos camarades biologistes, c'est le site CAP, donc il correspond à une protéine qui s'appelle également CAP, et qui est capable de reconnaître ce site-là.
Alors on y va, on va regarder où elle se trouve sur le fragment d'ADN qu'on nous a donné. Alors pour ça, je vais ouvrir un autre DNA pattern. Je ne sais jamais le site par cœur, donc on y va avec Google. Encore une fois, je vais faire un clear. Donc là, ici, j'ai recopié le site cap, le voilà. Il faut que je retourne à ma séquence. Voilà, ma séquence, un copier-coller. Ça, je sais que vous seriez capable de le faire si vous aviez à le refaire. Et je fais un submit. Et voilà, donc le site cap, il est trouvé en 1432. Et là, on aura terminé la notation de notre génome, notre fragment de chromosome. D'accord, on aura terminé notre annotation. C'est ce qui nous manquait pour pouvoir essayer de déterminer comment fonctionne l'Opéron Lac. D'accord. Voilà, donc j'ai fait un petit résumé ici, si mes souvenirs sont bons. C'est la question 1 qu'on a vue de manière ça. Là, c'est la question 3. Donc hop, je vais vous passer le petit résumé ici que j'ai fait. Et puis on va le commenter rapidement, voilà le petit résumé. Donc, si on résume l'ensemble des connaissances qu'on a acquises, on a l'acquis, voilà, puis là j'ai redonné les positions sur notre fragment, ça n'a pas vraiment d'intérêt ici, cette ligne-là. On a l'acquis, suivi de l'AC Z, et puis des gènes de l'opéron, donc l'AC Z, l'AC Y, l'AC A. Ici, l'AC I se termine en 1422, et puis on vient de voir qu'on a un motif cap, ici, qui se trouve en 1432. Les boîtes, moins 35 et moins 10 de l'AC Z, vous pouvez aller voir ce qu'on avait fait. Il y en a une qui se situe en 1471 et l'autre en 1495. Et puis, l'opérateur, on vient de voir, l'opérateur, c'est le site sur lequel va se fixer l'AC I. Il se trouve en 1507. Et le RBS de l'AC Z, il se trouve en 1534. D'accord? Alors là, je vous dis d'où ça sort. Ici, j'ai repris tout simplement ce qu'on avait fait la semaine dernière. D'accord? Avec tous les signaux qu'on avait trouvés qui sont intéressants ici. Donc ici, Orphe2 qui est l'AC I, Orphe19 l'AC Z, Orphe20 l'AC Y et Orphe17 l'AC A. D'accord? Et puis j'ai repris les positions de chacune des CDS. Voilà. Et puis je les ai remises là, ainsi que les boîtes ici, moins 35 et moins 10, ainsi que le RBS de l'Orphe19 qui correspond à l'AC Z. Et j'ai tout reporté ici. D'accord? Donc tout ça, là, tout ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Les boîtes moins 35 et moins 10, on l'a fait la semaine dernière. Le RBS, on l'a fait la semaine dernière. Et ce que j'ai rajouté, moi, ici, aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Ici, hop, j'ai rajouté là le site cap, ici. Et j'ai rajouté également l'opérateur, ici, qu'on vient de calculer avec DNA pattern. Donc, pour un peu enfoncer le clou, ici, le site cap, il est reconnu par la protéine LAC-I, et l'opérateur ici, hop, c'est LAC-I qui reconnaît ce motif sur l'ADN, et le site cap, il est reconnu par la protéine, par la protéine qui s'appelle la protéine cap également. D'accord, qui reconnaît le site cap. Et ici, l'ACI, je peux vous le remettre, l'ACI, c'est aussi une protéine. Alors, il y a une petite chose qu'il faut dire. Donc, quand vous parlez de gènes, il faut mettre en italique les gènes, mais bon, c'est quand on écrit, on n'a pas toujours l'italique, en italique, et un gène commence toujours par une minuscule. En revanche, quand vous parlez de la protéine, eh bien, la minuscule devient majuscule. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, en tout cas en général, hein, c'est pour ça qu'ici, l'ACI, hop, je l'ai appelé la protéine grand L, l'ACI. D'accord? Voilà, il faut le savoir. Et puis, j'ai résumé l'ensemble des choses qu'on a. Finalement, on a le gène LAC-I, suivi sur l'ADN par un motif qui s'appelle CAP, suivi sur l'ADN par un... Oui, j'ai répété, Anne. Suivi sur l'ADN par un motif qui est le promoteur, c'est-à-dire les boîtes moins 10, 35, suivi sur l'ADN par un opérateur. Et puis ensuite, on a les gènes de l'opéron, c'est-à-dire l'AC Z, l'AC Y, l'AC A. Voilà finalement notre annotation telle qu'on l'a terminée. Le gène, la CDS de l'AC I, ensuite un motif sur l'ADN qui s'appelle CAP et sur lequel viendra se fixer, le cas échéant, la protéine CAP. Ici, le promoteur de l'opéron, sur lequel va venir se fixer, si c'est possible, l'ARN polymérase. Ici, un opérateur, qui est un motif sur l'ADN, qui sera reconnu par la protéine LAC-I. Et puis, ici, ensuite, on a les gènes de l'opéron LAC. D'accord? Alors oui, l'écriture, c'est simple, hein, c'est juste une petite idée.
Ici, quand on parle chez les biologistes d'un gène, en général, il est en italique. Ça, je ne peux pas mettre les italiques sur texte. Je suis quoi là? C'est texte Wrangler, je crois. Donc, je n'ai pas les italiques, bon, peu importe. Mais par contre, voilà, les gènes sont notés par des minuscules. Hein, ça commence par une minuscule, par une minuscule, par une minuscule. Et quand tu parles du traduit, c'est-à-dire la protéine, eh bien, tu mets un majuscule, tu remplaces la minuscule par un majuscule. C'est comme ça que souvent, on distingue facilement dans un article ou dans un livre si la personne parle du gène ou si elle parle de la protéine qui est codée par le gène. Le gène, c'est minuscule, en général, il y a évidemment des cas particuliers, et la protéine, ça commence par une majuscule. D'accord? Voilà, donc ça termine la notation, et puis donc le site cap, il est en 1432, et l'opérateur, ici, qui est reconnu par la protéine acquis, il est en 1507. Donc quand on organise tout ça sur le chromosome, sur le génome, sur le fragment qu'on a, on a cette suite-là, l'ACI, c'est un gène, ensuite on a un motif sur l'ADN, cap, ensuite on a des motifs sur l'ADN, la boîte moins 10 et moins 35 qui correspondent au promoteur, des motifs de la transcription, ensuite on a un opérateur, O, qui est un motif sur l'ADN reconnu par la protéine acquis, et puis ensuite on a la Z, la Y et la K. Voilà, ça achève la transcription, ça achève la notation de notre fragment d'ADN. Ce qui manquait, si éventuellement François Ami vous demandait finalement de rendre ce TD-là, ce qui manquerait, c'est de faire figurer ici le cap, qui se trouve en 1432, et l'opérateur ici, grand O, dont le début ici se trouve en 1507. Alors oui, effectivement, entre chaque gène, on a des fragments, ce qu'on appelle l'intergénique. Alors l'intergénique, d'ailleurs on peut aller le voir, bonne question, Aladji, on peut aller le voir, l'intergénique chez les alors où est-ce que c'est là? L'intergénique chez les bactéries, il est très très petit. Ça peut être juste une petite dizaine de nucléotides, d'accord, voire un petit peu moins. En revanche, chez les eucaryotes supérieurs, comme nous, on a 3 milliards de bases, de paires de bases, on a 3 milliards. Alors, coli, c'est à peu près 5 mégabases et c'est à peu près 5000 gènes. Donc, pour faire un gène, on a 1000 nucléotides, tout compris, les signes de régulation, la transcription, la traduction et puis la CDS. Nous, chez l'humain, on a 3 milliards de bases et on n'a que 20 000 gènes. D'accord? Donc, ça veut dire que chez l'humain, l'intergénique, ça peut être des mégabases. Entre deux gènes, il peut y avoir des mégabases où il n'y a rien entre eux. Ce qu'on appelle du junk DNA, c'est-à-dire de l'ADN poubelle, mais qui en fait n'en est pas. On s'aperçoit, c'est ce qu'on, nos chers, ceux qui nous ont précédés appelaient ça du junk DNA, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas trop pourquoi chez l'humain, il y avait 3 milliards de paires de bases et qu'il n'y avait que 20 000 gènes, contre 5 mégabases et 5 000 gènes chez coli. Vous voyez, nous, on n'a que combien de fois de gènes de plus? On n'a que 4 fois plus de gènes que coli, sauf qu'on a quand même une petite différence, c'est que coli, à chaque gène correspond un seul traduit, alors que nous, pour chaque gène, à cause des histoires des exons introns, on est capable avec un gène, en combinant différemment les exons, d'obtenir plusieurs protéines. Donc c'est un peu tricher ce que je dis. J'essaie d'être un petit peu provocateur. Coli, 5000 gènes, 4000 disons. Nous, on en a 5 fois plus, ce qui n'est pas beaucoup, puisqu'on a 3 milliards de paires de bases, alors que coli en a 5 mégabases. Mais nous, on a un petit avantage en tant qu'eucaryote, on a cette histoire d'exons où finalement, on est capable, à partir d'un seul gène, de faire plusieurs protéines différentes, en agençant les exons différemment, en les concaténant de manière différente. Mais bon, quand même, on n'a pas beaucoup de gènes en plus finalement. Voilà. Et donc, on a surtout des intergéniques qui sont immenses. Ça peut être des mégabases, ce qu'on appelait avant, ce que je disais, le junk DNA. Et on se rend compte qu'en fait, dans ce junk DNA, c'est pas vraiment junk, c'est-à-dire qu'il y a plein de signaux de régulation de la transcription des gènes, en fait, des gènes eucaryotes. C'est super finement régulé. Et toutes ces zones qu'on pensait qui ne servaient à rien, ces mégabases qu'on pensait qui ne servaient à rien, eh bien, servent en fait à des protéines à s'y fixer et puis à réguler de manière très fine l'expression des gènes des eucaryotes comme l'humain. Voilà pour avoir répondu à la question d'Aladji. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la dernière partie du TD, c'est-à-dire qu'on a mis tout en place, mais on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu comment fonctionne l'opéron lac. Alors c'est
c'est là-dessus va porter toute la dernière partie du TD. Donc, ce que proposait Hélène Débat à vos collègues biologistes qui ont vu en fait l'opéron-lac, ils l'ont vu en génétique, donc en génète, et ils l'ont vu également en outils de biologie. Donc, voilà, c'est des outils de base pour faire comment faire une PCR, hein, c'est la RT-PCR bien connue maintenant avec le Covid. Donc, comment faire ce type de manip, et on voit pour différentes raisons l'opéron-lac, et vous n'avez pas vu. D'accord? Donc, on va être obligé de revoir tout depuis le début. Donc, voilà. Donc, théoriquement, ce que conseillait Hélène Débat à vos amis biologistes, parce qu'en fait, ils ne s'en souviennent pas d'une année sur l'autre, ce qui est tout à fait normal, on ne se souvient pas souvent de choses, c'est d'aller sur Wikipédia, ce que vous allez pouvoir faire. On va aller sur Wikipédia. Et puis, on va aller voir l'opéron-lac. Vous pouvez aller sur le site français, qui reprend quasiment mot pour mot le site américain, ou anglais, je ne sais pas. Peu importe. Le site, en tout cas, ah bah tiens, j'ai dit le site français, autant aller sur le site français là, hein, parce qu'autrement, quoique en réalité, ce qu'on va regarder, c'est, voilà, l'opéron lactose, voilà, il est là, en français, on voit qu'il y a un petit accent ici, voilà, l'opéron lact, donc ça fait l'objet de toute une fiche de Wikipédia, et voilà, donc théoriquement, ce que conseillait, voilà, donc c'est l'opéron lact, c'est un gène LACZ qui code la bêta-galactosidase, voilà, qui hydrolyse le lactose en glucose et en galactose. Ça, je vous en ai parlé. Le lactose, c'est un disaccharide. Et la bêta-galactosidase digère, donc coupe, hein, pour nos amis biologistes, digérer, c'est couper. Voilà, coupe en deux. Ensuite, on a la Y qui code une perméase. C'est une protéine membranaire qui permet de faire rentrer, qui permet d'ouvrir la membrane de colis de manière à faire rentrer, en fait, les bêta-galactosides, c'est-à-dire les lactoses, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et voilà, il fallait lire tout ça. Mais je ne vais pas vous laisser lire tout ça, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas. Voilà, il y a tout ça à lire. Et pour vous remémorer, finalement, un peu les choses. Mais vous, ce n'est pas pour vous remémorer, c'est que vous n'avez pas les bases. Comme dirait un rappeur très célèbre. Donc voilà. Donc on y va. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est ce schéma-là. D'accord? Donc on va y passer un petit peu de temps là-dessus. Oui. Bon, ok. Donc on y va. Donc on va essayer de. Voilà, ce qu'il faudrait. Oui, c'est basique. Voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de comprendre à la fin du TD. C'est essayer de comprendre ça, c'est essayer de comprendre ce truc-là, voilà, c'est essayer de comprendre ce truc-là, et on va essayer c'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne prétends pas qu'on y arrive, mais on va essayer de le faire. Alors, regardez, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a un résumé de ce qu'on a trouvé là. Nous, on commence par la I. Ensuite, on a repéré sur l'ADN un motif qui s'appelle CAP, d'accord, qui permet à la protéine CAP de s'y fixer. C'est pour ça que c'est un bind inside, c'est-à-dire un motif de fixation. Ensuite, on a le promoteur, c'est-à-dire les boîtes moins 10 et moins 35 et moins 10, de l'opéron LAC. Et là, on reconnaît l'opéron LAC, LAC Z, LAC Y et LAC A. D'accord. Et puis ici, on a un autre motif sur l'ADN qui est un opérateur. Et l'opérateur ici qui va être reconnu par l'ACI. Alors, on va passer ce qui se passe voilà, on va commencer par ce schéma-là qui correspond à la question 2 du sujet d'Hélène Débat. Lorsqu'il y a beaucoup de glucose à l'extérieur, voilà, on suppose, voilà, on prend un colis, hein, c'est une bactérie comme une autre, on la fait pousser. Voilà, dans des petites boîtes, on met au départ quelques petites bactéries de colis, et puis si on la nourrit bien, si on met beaucoup de glucose, eh bien, colis va apprécier ce milieu-là, et puis elle va grossir, c'est-à-dire que, il va y avoir plein de bactéries à la fin. D'accord ? Donc, lorsqu'il y a beaucoup de glucose dans le milieu extérieur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ici, le gène LAC-I, il est tout le temps transcrit. Tout le temps transcrit, donc il y a toujours du LAC-I dans la cellule. Alors ce qui se passe, c'est que quand il y a beaucoup de glucose, on n'a pas besoin, c'est ce que je vous disais, hein, même si c'est un petit peu fénaliste comme idée des choses, mais quand il y a beaucoup de glucose, on n'a pas besoin de cet opéron, puisque c'est un opéron qui est là pour traiter quand il y a du lactose. Mais s'il y a beaucoup de glucose, hein, ici, il y a marqué beaucoup de glucose et pas de lactose. Donc, quand il y a beaucoup de glucose et pas de lactose, finalement, il est normal que LAC-I, et c'est un code couleur ici qui vous a été donné, LAC-I, c'est, je ne sais pas quelle couleur on peut dire, c'est jaune, jaunâtre en tout cas, et ici, le gros carré ici,
voilà, le gros carré comme ça, eh bien, c'est la protéine LAC-I ici, donc je vais peut-être le mettre, allez, c'est la protéine LAC-I, qui va se fixer là, qui va reconnaître son motif, là, il va reconnaître l'opérateur, c'est pour ça qu'il est, vous voyez, il est à même niveau ici, et LAC-I, il va empêcher la transcription voilà, il va empêcher la transcription du gène. Alors, je vais essayer de trouver une couleur, voilà, une couleur qui s'en rapproche, ça s'en rapproche pas mal, et ici, ce gros pavé noir ici, ce gros pavé ici, c'est LAC-I. Et quand LAC-I se fixe ici sur son opérateur, impossible de transcrire les gènes de l'opéron LAC. Il est là, et c'est ce qu'on appelle un frein. Donc LAC-I ici, c'est ce que je vais appeler un frein. C'est un frein. C'est égal à un frein. Possible, quand on met le frein, quand le frein est mis, il est impossible de transcrire les gènes de l'opéron LAC. Et ce frein, il est mis quand il y a beaucoup de glucose. Quand il y a beaucoup de glucose, d'accord, eh bien, comment ça s'appelle, le frein, il va être mis ici. D'accord, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est comment ça se passe ici. Et là, ce qu'il y a là, ici, c'est O, c'est le motif O. Hein, alors je vais le mettre en rouge parce qu'il est en rouge ici. Ici, hop, c'est le petit motif O. C'est le motif qui est reconnu par... voilà, c'est le motif ici. Il est là et là. C'est le motif qui est reconnu par LAC-I. Hein, c'est le motif qu'on voit là. Voilà, donc ce gène, il est tout le temps transcrit, hein, c'est ce qu'on appelle un gène constitutif, et donc, a priori, voilà, quand il y a beaucoup de glucose, ou quand il y a peu de glucose, peu importe, lui, il est toujours transcrit, et donc il va freiner tout le temps la transcription des gènes de l'opéron LAC. D'accord? Ici, je vais le mettre en rouge, ici c'est le site O, et là, c'est également le site O. D'accord? Est-ce que ça vous va pour l'instant? Pour l'instant, j'essaie d'y aller pas à pas. Pas à pas, c'est l'idée la suivante. Ce gène, l'AI ici, c'est un gène qui est tout le temps transcrit, donc tout le temps traduit. Et son objectif dans la vie, il n'en a qu'un seul, c'est reconnaître l'opérateur O. Donc, quand il est traduit et transcrit, ce qui est toujours le cas, eh bien, il se fixe sur cet opérateur-là. Et là, vous voyez, il s'est mis à un endroit stratégique qui va empêcher la transcription du gène. C'est-à-dire que l'ARN polymérase, théoriquement, elle devrait reconnaître ici l'opérateur, et puis elle devrait initier la transcription du gène. Mais comme le frein est mis, l'acquis est mis, eh bien, le gène ne peut pas être transcrit. Ça vous va pour l'instant ou pas? Donc, pour l'instant, théoriquement, il y a deux schémas que vous devriez comprendre. C'est celui-là. Voilà. Quand il n'y a pas de lactose, donc quand il n'y a pas de lactose, donc ça correspond, ces deux schémas-là correspondent à quand il n'y a pas de lactose. Quand il n'y a pas de lactose ici, dans la cellule 1, on en est là. Quand il n'y a pas de lactose, on est dans ces cas-là. Quand il n'y a pas de lactose, eh bien la protéine LAC-I est fermement, reconnaît son opérateur, elle reste fermement fixée, elle empêche la transcription du gène. Mais c'est normal, je vous le dis encore une fois, s'il n'y a pas de lactose, c'est bien fait, je veux dire, ces colis, c'est bien fait, pourquoi? S'il n'y a pas de lactose, ça servirait à quoi de transcrire et de traduire des gènes impliqués, hein, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Donc ça servirait à quoi quand il n'y a pas de lactose unavailable, c'est-à-dire lactose non disponible, ça servirait à quoi de transcrire des gènes qui sont impliqués, qui ont un rapport avec un lactose s'il n'y a pas de lactose. Donc c'est bien fait, quand il n'y a pas de lactose, eh bien, ici, les gènes, LAC-I empêchent la transcription de ces gènes-là. Là, théoriquement, on a deux cas sur 4. On a 4 cas à étudier. 1, 2, 3, 4. Là, pour moi, ce que je vous ai fait, c'est les deux cas où on n'a pas de lactose. Les deux cas où on n'a pas de lactose. On est dans un cas où LAC-I, de toute façon, il est toujours transcrit et traduit, donc il reconnaît son opérateur, il s'y fixe fermement, et en s'y fixant, il empêche mécaniquement, c'est quelque chose de mécanique, hein, il s'est mis sur l'ADN, il s'est enroulé, hein, je pourrais faire une autre image si vous voulez, hein, il s'est vraiment mis ici sur l'ADN, là, ici, alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, il s'est mis sur l'ADN, je vous le fais en rouge déjà, donc voilà, donc il s'est mis sur l'ADN, là, il s'est enroulé sur l'ADN ici, hop là, ici, il s'est mis là, et donc il va empêcher la transcription des gènes de l'opéron LAC.
il ne peut plus. L'ARN polymérase, qui est là pour transcrire le gène, elle ne peut plus faire son travail. Donc ça, c'est la première chose à faire. Est-ce que sur ce schéma-là, qui correspond à 2 cas, on a étudié simplement pour l'instant lactose unavailable. Est-ce que quelqu'un a une question à poser lorsque coli est confronté à un environnement extérieur pour lequel il n'y a pas de lactose? Quand il n'y a pas de lactose, il y a un frein qui empêche la transcription des gènes de l'opéron-lac. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que c'est vraiment trop abscon et vous êtes totalement perdu par rapport à ça? Monsieur, moi. Oui, vas-y. Merci Ruben. Je voulais savoir par rapport au lactose, du coup, il s'associe à eau et ça fait un bloc du coup de transcription du gène, non? C'est ça? Alors, maintenant, tu me parles de quoi? Tu me parles de... Quand le lactose, voilà, là, on est dans... voilà, quand on n'a pas de lactose. Oui, voilà, lactose unavailable. Vas-y, continue, Emen. Vas-y, je t'écoute. Le lac I, il va s'unir à eau pour bloquer, c'est ça? Voilà, c'est ça, tu as compris. Ah, Le pavé jaune ou jaunâtre ici, c'est lac I. Et quand il n'y a pas de lactose, lac I, il reconnaît O, il s'y fixe et il empêche la transcription des gènes de l'opéron-lac. Tout à fait. Et du coup, quand il y a du lactose, pourquoi ça ne bloque pas? Alors voilà, tout à fait. Alors maintenant, on est dans le cas, on va maintenant étudier le cas où il y a le cas, on va étudier maintenant, donc on va étudier un autre cas. On va étudier le cas où il y a pas beaucoup de glucose. Et non, le cas où il y a, peu importe, on va commenter celui-là. Maintenant, le cas où il y a du lactose. D'accord? Eh bien, quand il y a un petit peu de lactose dans le milieu extérieur, il y en a un petit peu qui va rentrer dans la cellule. D'accord? Et à ce moment-là, eh bien, l'ACI va se complexer avec, pas tout à fait le lactose, mais un isomère du lactose, peu importe, il va se complexer avec l'allolactose, et il va changer de conformation, et il va être relargué dans les cellules. C'est-à-dire qu'en fait, en présence de lactose, il n'y a plus de frein. Donc, avec lactose, voilà, plus de frein. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, plus de LAC-I sur O. D'accord? Donc, je vais peut-être mettre ça aussi dans là. Donc, on est le cas maintenant, quand il y a du lactose dans la cellule. Quand il y a du lactose dans la cellule, ok, je vais le mettre, moi je peux le laisser en rouge, hein, c'est assez important. Donc, quand il y a du lactose dans la cellule, voilà, ici, il y a du lactose, il n'y a plus de frein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici, ici, c'est pour ça que, donc avec lactose, plus de frein. Donc, il n'y a plus de lac-I sur O. C'est pour ça que dans les 2 cas où il y a du lactose, qui correspondent ici à ces 2 cas-là, que je vais mettre ici en rouge, ici, quand il y a du lactose available, ici, hop, on est le cas ici, mais c'est le cas aussi ici. Quand le lactose, alors désolé, je me suis trompé là, quand le lactose est disponible, eh bien, donc quand il y a du lactose disponible, c'est ce que j'ai marqué ici, hein, je ne me trompe pas, donc quand il y a du lactose disponible, plus de frein. Donc c'est pour ça que dans les 2 schémas, vous ne voyez plus la boîte ici jaunâtre qui représentait la quille, elle a disparu. Elle a disparu. Quand il y a du lactose, il n'y a plus de frein. Ça vous va? Donc il n'y a plus de frein. Parce que l'ACI va reconnaître, pas tout à fait de lactose, mais peu importe, un isomère du lactose qui s'appelle l'allolactose, et l'allolactose va se complexer avec l'ACI, et l'ACI va être relargué dans la cellule, c'est-à-dire que va se décaténer, va s'enlever de son opérateur. Alors, bonne question de Ladji. Est-ce que ça dépend quand même du glucose? Est-ce que le glucose ne joue aucun rôle? Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais c'est une très bonne question que tu poses. Regarde, ici maintenant, on a réglé ces 2 cas-là. Hein. Le cas où le lactose n'était pas disponible. Quand il n'y a pas de lactose, il y a l'ACI qui est fermement fixé sur son opérateur, il n'y a pas de transcription possible. Et regarde maintenant, LG. Maintenant, il y a 2 cas dans le cas où le lactose est disponible. Dans les deux cas où le lactose... Alors attendez, j'ai plus mon marqueur là. Dans les deux cas où la lactose est disponible, hein, il n'y a plus la boîte jaune. La boîte jaune ici n'existe plus, hein, cette boîte jaune qui représentait l'acquis n'existe plus là et n'existe plus là. Mais attention, les 2 cas ne sont pas symétriques. Les 2 cas ne sont pas symétriques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a, pas de glucose dans la cellule? Ce qui serait bien,
il n'y a plus de glucose à l'extérieur. Donc ce qui serait bien, c'est que Coli s'en aperçoive et qu'elle se dise, oh là là, il n'y a plus de glucose, il faut que je continue à pousser parce que j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'une source de carbone pour pouvoir continuer à pousser, les bactéries elles poussent, hein, à grandir si vous préférez. Alors, eh bien, il faut que je change le sucre. Il faut absolument que je trouve un sucre dans l'extérieur, à l'extérieur, autrement je vais mourir, d'accord? Ou je vais me mettre en phase de latence, c'est-à-dire je vais attendre des jours meilleurs. Mais si je veux continuer à pousser, il me faut absolument du sucre. Alors, s'il y a du lactose à l'extérieur, eh bien c'est là qu'il faut que l'opéron-lac soit traduit. Mais il faut aussi qu'il n'y ait pas de glucose. Parce que s'il y a du glucose, moi, Coli, je préfère le glucose parce que c'est un sucre simple. Mais s'il n'y a pas de glucose, et s'il y a du lactose, alors pour continuer à pousser, il me faut du lactose. Et c'est ce qui se passe. Alors, s'il n'y a pas de glucose, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, mais si vous avez déjà compris les deux cas qu'on a étudiés, c'est déjà pas mal. Alors, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de glucose, c'est un petit peu complexe, sans glucose dans la cellule, alors il y a beaucoup de ce qu'on appelle un métabolite, enfin il y a beaucoup de ce qu'on appelle de CAMP. Voilà, c'est comme ça. S'il n'y a pas beaucoup de glucose, il y a beaucoup de CAMP. CAMP, c'est un petit ribonucléotide, mais peu importe. Or, la protéine CAP, pour reconnaître son motif de fixation, hein, la protéine CAP, ici la voilà, la protéine CAP, c'est marqué CAP protéine, pour reconnaître son motif, elle a besoin de CNP. Elle a besoin de CNP. Autrement, elle ne va pas reconnaître son motif. D'accord? Donc, quand il n'y a pas beaucoup de glucose, en revanche, il y a beaucoup de CNP. Donc, la protéine CAP, elle va reconnaître son motif et elle va doper la fixation de l'ARN polymérase au promoteur. Et si vous avez un promoteur de l'opéron, en fait, il a une très faible affinité pour l'ARN polymérase. En général, les boîtes moins 35 et moins 10 d'un gène, elles sont reconnues par l'ARN polymérase. C'est ici. Mais pour l'opéron-lac, eh bien, en fait, il y a très peu d'affinité de l'ARN polymérase pour ce promoteur-là. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il n'est pas souvent reconnu par l'ARN polymérase. Mais quand il n'y a pas beaucoup de glucose, il y a beaucoup donc de CNP, et lorsque la protéine CAP se lie au CNP, eh bien, en fait, ça va doper, ça va permettre à l'ARN polymérase va être recruté par la protéine CAP complexée avec CNP et sur son site de fixation. Et là, il va y avoir transcription de transcription de l'opéron-lac. Donc, quand l'opéron-lac est-il transcrit? Il est transcrit quand il y a du glucose à l'extérieur, et quand il y a du lactose disponible à l'extérieur, et quand il n'y a plus de glucose. Donc, quand il y a peu de glucose et beaucoup de lactose, eh bien là, on est dans les conditions où ça va être transcrit. Donc, en fait, ici, là, on va être dans le cas où, ici, CAP, donc en fait, on va être dans le cas où CAP plus CAMP, donc CAMP, c'est égal à un accélérateur. Un accélérateur. Sans l'accélérateur, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'accord? Donc c'est un petit peu l'idée. Ça devient compliqué, mais c'est un petit peu l'idée des choses. Alors je vais essayer de décaler mes schémas pour que ce soit plus clair. C'est déjà pas clair. Donc ici, voilà. Ici. Donc, quand il n'y a pas beaucoup, quand il n'y a pas beaucoup de glucose, donc je dirais sans glucose, voilà, il y a beaucoup de CNP. Et la protéine CAP va reconnaître le CNP, et quand elle reconnaît le CNP, elle va se fixer à son motif. Et ça, c'est ce qu'on appelle un accélérateur. Donc finalement, pour transcrire les gènes de l'opéron-lac, il faut qu'il n'y ait pas de frein, ce qui est le cas ici, là, il n'y a pas de frein, mais il faut en plus qu'il y ait un accélérateur. Autrement, il y a peu de transcription des gènes de l'opéron-lac. D'accord? Donc le glucose joue un rôle. Et justement, on va le voir, pour comprendre le dernier schéma, ici, ce dernier schéma, quand il y a du lactose, il n'y a pas de frein, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas la boîte jaune. Et quand il y a beaucoup de glucose en plus, eh bien, quand il y a beaucoup de glucose, il n'y a pas de CNP. C'est ce que je vais noter ici. Quand il y a beaucoup de glucose, ici, quand il y a beaucoup de glucose dans la cellule, alors, il n'y a pas d'AMPC, ou CAMP, c'est comme on veut, je ne sais pas comment je l'ai mis, j'ai mis CAMP. Il n'y a pas de CAMP. Alors CAMP, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y a beaucoup de glucose,
glucose, il n'y a pas de CMP. Voilà. Et donc, comme il n'y a pas de CMP, eh bien, comme il n'y a pas de CMP, la protéine CAP, elle ne va pas pouvoir reconnaître son site de fixation. Parce qu'en fait, elle a besoin de ce petit CMP, hein, l'adénosine-phosphate cyclase, mais peu importe son nom, elle a besoin de ce petit ribonucléotide pour pouvoir changer de forme et de reconnaître son motif CMP. Et on voit quand il y a beaucoup de glucose, eh bien, ici, CAP ne se fixe pas sur son motif. Donc, comme le promoteur de l'opéron-lac n'a pas beaucoup d'affinité pour l'ARN polymérase, eh bien, il ne va rien se passer. Donc, en présence, quand il y a beaucoup de glucose, et qu'il y a du lactose, comme il y a du lactose, il n'y a pas de frein, mais comme il y a beaucoup de glucose, eh bien, il n'y a pas l'accélérateur. Donc, en fait, cet opéron, il est transcrit que dans un cas, quand il y a du lactose à l'extérieur de la cellule et quand il n'y a pas beaucoup de glucose. D'accord? Voilà le seul cas où finalement les gènes de l'opéron-lac vont être transcrits. C'est bien fait, c'est-à-dire quand il y a du lactose à l'extérieur, il n'y a pas de frein, parce que le frein se met uniquement quand le lactose n'est pas disponible. Donc là, il n'y a pas de frein. Là, il n'y a pas de frein. Mais le frein ne suffit pas. Enlever le frein, ça ne suffit pas. Il faut en plus un accélérateur. Et l'accélérateur, ici, c'est la protéine CAP. Mais la protéine CAP ne va fonctionner dans ce rôle de recruter l'ARN polymérase que lorsque il va y avoir du CMP dans la cellule. Et le CMP, quand il y a sans glucose, il y a beaucoup de CMP, mais quand il y a beaucoup de glucose, il n'y a pas de CMP. D'accord? Donc voilà. Donc finalement, à la finale, c'est ça la régulation de l'opéron-lac. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Hein. L'opéron-lac, il n'est que transcrit que dans un cas. C'est quand il y a du lactose à l'extérieur et qu'à l'extérieur, il y a plus beaucoup de glucose. Donc là, la cellule, pour pousser, elle est obligée de shifter du sucre glucose au sucre lactose. D'accord? Alors, tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas simple, hein, puisque ça a valu le prix Nobel à Jacob et Monod il y a plus d'un demi-siècle, hein, maintenant, mais quand même, il n'y a pas si loin que ça. Hein, d'ailleurs, tiens, c'est quand Jacob et Monod, je me souviens plus moi-même. Jacob. Ils ont reçu le prix Nobel, évidemment, plus tard, hein, évidemment. Donc, c'est pas. Je me souviens plus quand ils ont reçu le prix Nobel. Pour ça. Ça, alors, je sais pas, 50 ans, voilà, 50 ans en 2015, donc ça fait 55 ans. Voilà, si je vois ici Pasteur, 50 ans après le prix Nobel de Jacob Wolf, on le dit souvent, et Monod, d'accord? Donc voilà, c'était, donc on est en 2000, voilà, ça fait 55 ans. Ils ont le prix Nobel pour ça. Donc ça, c'est pas facile à comprendre. Hein. Donc en plus, vous êtes informaticien, la plupart d'entre vous n'ont pas suivi le BX100, donc la tâche est rude. D'accord? Alors je vais faire un petit résumé, et ensuite on va passer à ce pourquoi ils ont le prix Nobel, c'est-à-dire qu'ils ont le prix Nobel parce qu'il fallait expliquer une expérience. Alors pour ça, il a fallu faire de la génétique. Mais je vais vous expliquer la colle face à laquelle ils étaient confrontés. Et vous allez voir que ça a un rapport avec directement cette explication-là. Allez, je fais un petit résumé. Je sais que c'est dur pour vous. J'en ai encore pour 4-5 minutes. Voilà. Quand il n'y a pas de lactose, eh bien, l'ACI, qui est tout le temps exprimé, d'accord, donc tout le temps traduit, reconnaît son opérateur O, ici, et s'y fixe. Voilà, quand il n'y a pas de lactose, le frein est toujours mis. Alors ça, c'est la chose qu'il faut comprendre quand il n'y a pas de lactose. Donc je pense que ça, c'est à peu près clair. Quand il n'y a pas de lactose, l'ACI se fixe fermement sur son opérateur et empêche la transcription des gènes de l'opéron-lac. Maintenant, voilà, ça c'est les deux flèches vertes, c'est quand il n'y a pas de lactose. Maintenant, quand il y a du lactose, ça correspond à deux cas. Ce cas-là et ce cas-là. Quand il n'y a pas de lactose, il n'y a plus de frein. D'accord? Parce que quand il y a du lactose, quand il y a du lactose, il n'y a plus de frein. Parce que l'ACI va reconnaître un isomère du lactose, qui est l'allolactose, mais peu importe, va s'y complexer et il va être relargué dans la cellule, il ne va plus pouvoir se fixer à O. Donc quand il y a du lactose, ici, il n'y a plus rien sur O. C'est l'ARN polymérase, mais ici il y a O, hein, elle ne se fixe pas là, l'ARN polymérase. Elle écrase un petit peu le motif O, mais il n'y a plus l'ACI. Alors est-ce que c'est pour autant que les gènes de l'opéron sont transcrits? Eh bien non, c'est ce qu'on voit. Ici par exemple, il n'y a plus de lactose, donc il n'y a plus de frein, mais il n'y a pas d'accélérateur. Alors les gènes de l'opéron-lac ne vont pas être transcrits. Pourquoi? Parce que ce promoteur-là, sur lequel se fixe l'ARN polymérase se fixe sur les promoteurs,
l'ARN polymérase, c'est l'enzyme qui est impliquée dans la transcription des gènes, eh bien, le promoteur de l'opéron lactose, il a une très mauvaise affinité, donc l'ARN polymérase, elle le reconnaît très mal. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de frein qu'il va y avoir une transcription massive des gènes de l'opéron lac quand il y a du lactose. D'accord? Alors, pour ça, il faut un accélérateur. L'accélérateur, il est mis dans un seul cas, c'est quand il y a peu de glucose. Quand il y a peu de glucose, il y a beaucoup d'AMPC. D'accord? Et quand il y a beaucoup d'AMPC, eh bien la protéine CAP se lie à l'AMPC et c'est la seule manière pour elle de reconnaître le motif CAP. La protéine CAP, elle n'est pas capable de reconnaître le motif CAP quand il n'y a pas d'AMPC. L'AMPC, c'est un petit ribonucléotide qui va se fixer à la protéine CAP et qui va lui faire changer de conformation. Et quand elle va changer de conformation, elle va être capable de détecter le motif sur l'ADN qui s'appelle CAP. Sans ça, elle ne peut rien faire. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de glucose, il y a beaucoup d'AMPC, il faudrait voir un niveau encore supérieur pour voir pourquoi il y en a beaucoup, et donc CAP va se lier à l'AMPC et ça va agir comme entre guillemets un accélérateur, c'est-à-dire que l'ARN polymérase va être recruté par le complexe CAP-AMPC et ça va transcrire massivement les gènes de l'opéron lac. Maintenant, quand il y a beaucoup de glucose, il n'y a pas d'AMPC. Donc la protéine CAP, elle est incapable dans ces conditions de se fixer là et donc d'accélérer la production des gènes de l'opéron lac. Donc, LHJ, dernière question que tu m'avais posée, ça dépend quand même du glucose. On voit bien, il y a 4 cas et ça dépend du glucose. Alors voilà, dernière chose, parce que je ne voudrais pas vous prendre trop de temps avec ça. Pourquoi quelle était la colle auquel avait été, il y a une soixantaine d'années, merci, ok, merci. Quelle était la colle qu'il y avait à résoudre? Parce qu'on parle toujours de problèmes scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut résoudre des problèmes, il faut résoudre des choses qu'on ne comprend pas. C'est ça la science, essayer de résoudre des choses. Alors on ne peut pas tout résoudre, hein, mais essayer autant que faire se peut de résoudre des choses qu'on ne comprend pas, puis le reste, on le laisse dans un autre domaine, la spiritualité, etc. Mais ce qu'on peut essayer de résoudre, on essaye. Si on n'arrive pas, bah, tant pis, on passe à d'autres disciplines, éventuellement si ça nous intéresse. Alors voilà, c'était la chose suivante. C'était la chose suivante. Alors pourquoi il ne veut pas là? Attendez. Voilà, c'était la chose suivante. Alors je vais pouvoir enlever tous mes petits dessins. C'était la chose suivante. C'était ça, je pense que c'est. Voilà, c'était ça. Regardez, on avait une bactérie, c'est coli, d'accord? Et on avait 2 sucres. On la faisait pousser avec 2 sucres. Voilà, c'est-à-dire qu'on prenait des bactéries, une colonie de bactéries, et puis on mettait dans le milieu extérieur 2 sucres. On mettait du glucose et on mettait du lactose. Voilà. Hein, pourquoi pas, hein? Donc le 1, c'était du lactose. Le 1, c'était du lactose. Et le 1, c'était du glucose. Et le 2, c'était du lactose. Et ce que se rendaient compte les gens qui faisaient ça, eh bien, c'est que la colonie de colis, elle commençait d'abord tout le temps à épuiser la source de carbone, la source d'énergie, correspondant au glucose. Voilà, ce qu'on appelle brûler, si vous voulez. Elle brûlait tout le glucose. Elle se gavait du glucose. Et quand il n'y avait plus de glucose, c'est ce qui correspond à ça, voilà, quand il n'y a plus de glucose, eh bien, elle shiftait, elle changeait de sucre et elle shiftait sur le lactose. Et à ce moment-là, elle mangeait du lactose. Et la question, c'était, mais pourquoi Coli fait ça? Comment elle fait ça? Et il a fallu faire de la génétique. Il a fallu faire de la génétique pour découvrir l'opéron lac et pour se rendre compte que, eh bien, c'est pas parce qu'il y a du lactose que la source de carbone privilégiée par Coli, c'est le glucose. Le glucose, en fait, il rentre tout seul. Il n'a pas besoin de perméase. Il rentre tout seul chez Coli. Alors ensuite, il a besoin d'être phosphorylé pour pouvoir pas en sortir. D'accord? Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, il rentre tout seul chez Coli. Voilà. Et donc, Coli, c'est un sucre simple. Le glucose, elle l'utilise comme source de carbone et comme source d'énergie. Et quand il n'y en a plus, eh bien, elle shift de sucre. Elle va changer de sucre. Si dans le milieu, il y a du lactose, eh bien là, elle va brûler le lactose. D'accord? Et pour comprendre ça, eh bien, il a fallu comprendre le fonctionnement de l'opéron lac. D'accord? Le fonctionnement de l'opéron lac qu'on vient de voir. Eh bien, quand il y a du glucose et du lactose, et c'est le cas qui est là, et j'en arrêterai là, parce que c'est le prix Nobel. Quand il y a du glucose et du lactose, eh bien, ce n'est pas pour autant que l'opéron lac va être mise en branle, quelque part. Parce que pour que l'opéron lac soit mise en branle, il faut certes qu'il n'y ait pas de frein, mais là, il n'y a pas de frein, mais il faut en plus que la protéine CAP reconnaisse son motif, s'y fixe et recrute l'ARN polymérase. Donc voilà, tout ça,
tous ces 4 cas-là, ça permet d'expliquer ce qu'on appelle la dioxie, c'est-à-dire que coli, comme beaucoup de bactéries, quand elles ont deux sources de carbone, eh bien, elles ont des préférences pour certains sucres. Et coli, c'est pour le glucose, comme la plupart des bactéries, parce que le glucose, c'est un sucre simple. Alors que le lactose, c'est un disaccharide, c'est plus complexe, il faut faire plus de travail pour pouvoir le digérer, d'accord, pour pouvoir s'en servir. Voilà, écoutez, là, franchement, si vous avez compris, je vous tire mon chapeau parce qu'en fait, j'ai résumé carrément, quasiment un tiers d'une UE. Je vous ai parlé des sources de carbone, des sources d'énergie. Donc, écoutez, je sais que vous avez fait le maximum pour essayer de comprendre, ce qui est pas mal. J'ai plus rien à vous dire. J'espère que voilà, ce qu'il faut comprendre peut-être, ces 2 cas-là sont assez faciles à comprendre. C'est parce que quand il n'y a pas de lactose, lorsque le lactose n'est pas disponible, eh bien l'ACI reconnaît son opérateur et s'y fixe fermement. Et si le frein est mis, il y a impossibilité de transcrire les gènes de l'opéron LAC. Maintenant, et c'est ça qui est un petit peu plus difficile, c'est que s'il n'y a pas de frein, c'est-à-dire s'il y a du lactose, il n'y a plus de frein, c'est pas pour autant que les gènes de l'opéron LAC vont être transcrits. Ils vont être transcrits uniquement si, en plus, il n'y a pas beaucoup de glucose. Et c'est pour ça que le monde est bien fait. Parce que s'il y a beaucoup de lactose à l'extérieur et qu'il n'y a plus de glucose, eh bien, on sent bien pour la bactérie, c'est là qu'il faut exprimer absolument les gènes de l'opéron LAC qui vont permettre de couper le lactose en deux et qui vont permettre de faire, via la perméase, rentrer massivement le lactose pour pouvoir s'en servir comme source de carbone, c'est-à-dire il faut du carbone pour faire la biosynthèse des acides aminés, pour faire la biosynthèse des nucléotides, et c'est la chimie du vivant, c'est la chimie du carbone, d'accord. Et puis, en plus du carbone, eh bien, il faut s'en servir du sucre pour créer de l'énergie, parce qu'il y a certaines réactions chimiques dans le colis qui nécessitent la présence d'énergie, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, la présence d'ATP, d'adénosine triphosphate, qui aussi sont récupérés grâce au sucre. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes restés nombreux jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Éventuellement, en séance Python, si vous avez une petite question à me poser dans les semaines à venir, c'était la dernière séance, le dernier TD, il nous reste encore 2 séances Python, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à vos questions. Sur ce, c'est la fin de la journée qui a commencé très tôt pour certains d'entre vous. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt. Et là, comme il est assez tard, si vous avez des questions, j'attends vos questions de préférence sur une séance Python. D'accord? Je vous dis au revoir. Bonne soirée pour ceux qui en restent, parce que la soirée commence, à cause du confinement, les soirées commencent beaucoup plus tôt maintenant. C'est le couvre-feu. Donc, bonne soirée à vous, merci à vous, et je vous retrouve avec grand plaisir en Python pour cette semaine ou la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir, Amen. Bonne soirée. Merci à tous, au revoir.